résistance aux antibiotiques, elle a eu lieu dès l'apparition des antibiotiques, par l'homme, mais même avant, parce que comme je disais, les antibiotiques, c'est naturel. Et l'avènement des antibiotiques produits par l'homme ou utilisés par l'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on a mis des antibiotiques sur le marché, les bactéries ont été confrontées aux antibiotiques et donc il y a des phénomènes de résistance qui apparaissent. Maintenant, ce phénomène, il est croissant, il est de plus en plus fréquent et les bactéries qui initialement résistaient à une espèce d'antibiotique, enfin un type d'antibiotique, sont capables de développer des résistances, des multirésistances. Et il existe actuellement des bactéries qui résistent à toutes les antibiotiques actuels. L'antibiorésistance, c'est pas un phénomène individuel, c'est plutôt se contaminer par une bactérie qui est déjà résistante parce qu'elle a subi une pression de sélection dans l'environnement ou chez un animal ou chez quelqu'un d'autre. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'antibiorésistance pourrait être la première cause de mortalité en 2050. Au-dessus du cancer, au-dessus du tabac, au-dessus des accidents de la route. Et justement, on pourrait revenir à une ère pré-antibiotique avec des bactéries qui sont résistantes au traitement. Et donc, on se retrouve dans une situation comme si on n'avait pas d'antibiotiques. Les chiffres de l'antibiorésistance actuelle, c'est en France entre 5 et 7 000 morts par an de manière annuelle. Et dans le monde, 70 000. Ouais. L'antibiorésistance, ça peut vraiment toucher tout le monde parce que si on est contaminé par une bactérie qui résiste à toutes les antibiotiques, on a un problème de traitement. Maintenant, évidemment, notre système immunitaire, c'est quand même la première barrière contre les bactéries. Avant les antibiotiques viennent à se compléter ce mécanisme de défense. Donc, si on a un système immunitaire qui est affaibli, on est d'autant plus vulnérable à n'importe quelle infection. On sait à l'heure actuelle que un touriste qui revient d'Inde a 100% de chance de revenir avec une bactérie résistante aux antibiotiques, qui du coup pourra transmettre son gène de résistance si on est infecté par un staph en rentrant. Donc, par exemple, ça, c'est vraiment un moyen... C'est pas le chien, c'est le... un staphylocoque doré, par exemple, une infection autre, qui pourrait devenir résistante aux antibiotiques. Donc cette transmission par le voyage, par le tourisme, elle est importante. Et par l'environnement de manière globale. Les biens qui circulent. Voilà, les animaux de rente, les animaux de compagnie, les humains, comme la pandémie de Covid en fait. C'est tout à fait un problème planétaire, il faut une concertation des politiques et des gens de manière générale. Je pense que chacun a son rôle à jouer dans cette lutte contre l'antibiorésistance. En fait, on peut tous faire quelque chose. Et il faut surtout pas croire que les démarches individuelles n'ont pas de sens. C'est comme éteindre la lumière dans son salon a un sens, même si ça ne suffit pas. Donc là, je dirais que ça rejoint ce type de problématique dans l'environnement. Et en plus, c'est lié. Les zoonoses, donc la transmission des maladies de l'homme à l'animal, sont aussi liées au changement climatique. Et donc tout ça, ce sont des phénomènes liés où l'homme a un rôle à jouer énorme. La prise en compte de l'antibiorésistance, c'est relativement récent. Donc, il y a une recrudescence de la recherche dans ce domaine. Mais les grandes boîtes pharmaceutiques sont frileuses pour plusieurs raisons. Et la première raison, elle est financière parce que le pas de temps de la recherche et développement pour produire le médicament est très long. Donc ça veut dire que c'est un grand investissement de recherche fondamentale puis d'application avant d'avoir un médicament qui n'est pas très rentable parce que les gens ne sont pas tout à fait prêts à investir énormément d'argent pour leur santé. Ça veut dire... ou en tout cas pour l'achat d'un médicament. Vous êtes prêt à mettre 50 € pour l'achat d'un parfum. Par contre, si vous arrivez dans la pharmacie et l'antibiotique vous coûte 50 €, ça pose un problème. Alors que le développement du parfum va coûter beaucoup moins cher que le développement d'un antibiotique. Donc pour une grande boîte, c'est compliqué et c'est surtout risqué. Parce que sur 100 molécules qui vont être initiées, il va y en avoir une qui potentiellement va pouvoir passer les étapes pour devenir des médicaments. Donc en France et globalement en Union européenne, il y a une grande prise de conscience sur l'antibiorésistance au niveau vétérinaire. Donc là, il y a une grosse réduction et la France a été assez exemplaire pour la diminution de la quantité d'antibiotiques utilisés dans le bétail. Donc ça a eu un vrai impact. Dans le monde, c'est plus compliqué parce que on voit bien que dans les pays en voie de développement, l'utilisation des antibiotiques
ça reste quelque chose de très conséquent et plus difficile à contrôler. En termes d'environnement, les problèmes sont vraiment dans les pays producteurs, en particulier l'Inde et la Chine, où ça reste problématique. Mais les pays européens ou occidentaux, de manière générale, ont un grand rôle à jouer parce que c'est eux les consommateurs des antibiotiques produits là-bas. Donc, on peut avoir un rôle aussi en termes de consommateurs, d'avoir des exigences de production et de respect des règles, comme on en a pour d'autres choses. Donc, il y a un rôle à jouer au niveau de l'OMS et des politiques pour dire oui, on veut des antibiotiques, mais pas produits n'importe comment et pas au détriment des populations locales dans lesquelles ces antibiotiques sont produits. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. Les gens sont aussi capables, par exemple, de dire on veut de la bonne viande élevée dans des bonnes conditions, avec un bien-être animal. Je pense que maintenant, il y a une vraie prise de conscience collective qui fait que ça fait remonter la chaîne jusqu'à la production. Pour les antibiotiques et les médicaments, c'est la même chose. On peut être exigeant sur les conditions de production. Chacun a ses spécialités et ses compétences, et on ne peut pas tout faire. Donc, les laboratoires de recherche ont vraiment la vocation à développer des concepts, chercher des choses, chercher des mécanismes. C'est pour ça que c'est très important de laisser la liberté aux chercheurs d'aller fouiller et farfouiller des mécanismes qui, pour le grand public, peuvent paraître obscurs, pour les politiques éventuellement aussi. Et la recherche n'a pas forcément une utilité, une finalité à un instant T. Moi, je vais prendre l'exemple du microbiote. Il y a 40 ans, quand il y avait une poignée de chercheurs qui travaillaient sur les bactéries qu'on avait dans notre intestin, ils étaient un petit peu vus comme les chercheurs fous qui tripaient tous dans du caca, pour appeler un chat un chat. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de financement. On disait, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Et puis, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que cette recherche était fondamentale pour comprendre des mécanismes qui sont essentiels à la santé et qui permettent de développer des médicaments plus tard. Donc, finalement, les laboratoires et les chercheurs vont aller dans des concepts, des choses qui paraissent peut-être obscures, et certaines vont jamais aboutir à des médicaments, mais aboutir à des connaissances qui sont fondamentales. Pour le Covid, c'est pareil. Le Covid, c'était une prouesse scientifique d'arriver à faire un vaccin, mais ça vient aussi de un ensemble de recherches dans le monde sur les virus à ARN, tout ce qu'on a pu engendrer comme connaissance là-dessus, qui, au moment où les chercheurs le faisaient, n'avaient pas d'intérêt commercial à un instant T, en fait. Donc, c'est toute cette recherche fondamentale qui nécessite énormément de temps et d'argent, qui est faite par les laboratoires. Et les laboratoires n'ont pas forcément la vocation d'aller faire de la recherche clinique avec des phases cliniques 1, 2, 3, qui, sont pris en charge par des grands groupes pharmaceutiques qui, eux, ont la capacité et technologique et financière de se lancer dans ce développement. Pour moi, c'est ni juste ni injuste, c'est juste une continuité de service, on va dire, au profit de la santé pour tous, qui va de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, et il faut que les deux travaillent en tandem. Donc, je pense que la recherche les grands groupes pharmaceutiques ne pourraient pas exister sans la recherche fondamentale, donc il ne faut pas tarir à la source. Donc, c'est très important de garder du fonctionnement et des financements pour la recherche publique pour ça. Et en même temps, la recherche ne pourrait pas sortir jusqu'aux médicaments si on n'avait pas les grands groupes pharmaceutiques pour terminer ce type de phase.